Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on est ravis de retrouver notre Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien, vous avez vu un peu de chirurgie esthétique, je ressemble à Adrien Carambeu maintenant. De loin, mais de très loin, mais vraiment de très loin. De la Lune ou de Mercure ou de Mars, quoi, c'est ça? Non, c'est terrible. Juste, on veut vous annoncer, comme tous les jours et comme jusqu'à la fin de la semaine, qu'à un moment donné, ça peut tomber n'importe quand, puisque nous pouvons vous sélectionner pour notre grand jeu de la Saint-Valentin, pour gagner un très très beau séjour au château de Courcelles, c'est dans les Hauts-de-France, avec un repas gastronomique, avec des soins, enfin en tout cas voilà, pour 2 personnes. Donc ouvrez vos écoutilles et soyez éveillés parce que ça peut tomber à n'importe quel moment. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300, c'est ce même numéro pour participer au débat. Et tout de suite, le sommaire de cette émission. Et bien entendu, on va revenir à 17h30 sur le choc des savoirs, l'attractivité du métier d'enseignant. Nicole Belloubet affirme le cap du gouvernement sur l'école. Dans une interview apportée à Ouest France, la nouvelle ministre de l'Éducation défend aussi les groupes de niveau annoncés par Gabriel Attal il y a quelques mois. Lundi, elle avait consacré sa première sortie à la lutte contre le harcèlement scolaire. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que Nicole Belloubet va mettre en musique la partition écrite par Gabriel Attal quand il était le locataire de la rue de Grenelle? Est-ce qu'on peut encore sauver l'éducation en France quand on voit année après année l'effondrement dans les classements internationaux comme Teams et PISA? Quelle est la priorité pour vous dans l'éducation? Vous êtes 71% à dire les savoirs, 1% seulement l'attractivité du métier, 22% le respect de la discipline et 6% la lutte contre le harcèlement. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. François Jarreau sera avec nous, fondateur et rédacteur du site Café Pédagogique. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, panique en gare. Au moins un TGV sur 2 va rester à quai ce week-end de vacances scolaires. La CGT et Sudrail maintiennent leur préavis de grève des contrôleurs malgré une prime de 400 €, les 3000 promotions et les 1100 embauches déjà obtenues. Les 1100 embauches déjà obtenues. Le PDG de la SNCF Voyage incite les usagers à décaler leur voyage. Donc Christophe Fanichet déplore une grève incompréhensible. Alors parlons vrai, est-ce que vous comprenez ce mouvement de grève en pleine période de vacances scolaires? Ou est-ce que le timing de cette grève vous irrite? Dans les 2 cas, appelez-nous au 0826 300 300 et à cette question, qui est responsable des grèves à la SNCF? Vous êtes 40% à dire la direction trop rigide et 60% à dire les cheminots trop gourmands. Et on en parlera avec 2 experts cette fois-ci. Rémi Ours, secrétaire général de la CGT Cheminots des Bouches-du-Rhône, et puis Christian Perrault, qui est président de la FNOT Occitanie, qui est la Fédération nationale des usagers des transports. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour nous accompagner, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile. Bonsoir Philippe. En face de lui, deux bonhommes. C'est 2 bonhommes. D'un côté, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix. On est ravis de vous avoir. Loïc Lefloc-Prigent, ingénieur et dirigeant d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Vous êtes en forme? Oui. Quelqu'un a pris des billets de train pour ce week-end? Moi, j'espère que je pourrai partir à Tours. Ça va être dur. La CGT vous joue un mauvais tour, c'est ça? Ouais. Oui, mais la CGT a pourtant a toujours été dans ma direction. J'aime mieux les syndicats orthodoxes que les syndicats gauchistes. Écoutez, c'est un choix. Il y a Sud aussi. C'est l'inverse pour Olivier d'Artigol. Non, mais vous me donnerez votre numéro de train, j'essaierai d'interférer. Certainement pas, après ce qu'il vient de dire. D'honorables correspondants. J'ai toujours eu des amitiés intéressées. Allez, direction. Moi, je suis chef d'entreprise, donc j'aime bien les syndicats quand ils discutent. Voilà, ça tombe bien. On va en parler avec eux dans très peu de temps. Dans un instant, Nathalie de l'Essonne, qui sera avec nous, va nous parler de son sujet du jour. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de quoi avec vous, Nathalie? De Greta Thunberg et le mélange des genres. Ok, on en parle dans un instant. Quoi qu'il en soit, vous nous laissez des messages sur notre répondeur. On vous en remercie et on les écoute surtout. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis de Claye-Suisse de Taverny. J'étais en train d'écouter ce matin la grève de la SNCF. Cette grève-là, c'est bien sûr pour tenir en otage encore, le public, enfin les gens qui n'ont rien à voir dedans. S'ils voulaient vraiment faire une grève et que ça a un impact, ils ont qu'à faire de la gratuité des transports pendant tout le temps qu'ils font grève. Là, j'apprécierais. Parce que moi, j'ai ma famille aussi qui part à droite, à gauche en train, et là, ils sont pris en otage. Donc, ce sont pas des gens, c'est malveillant, on va arrêter ce qu'ils font, et c'est immoral. Voilà. Merci, au revoir.
On vous donne le téléphone d'Olivier d'Artigol pour que votre train fonctionne pour nos traders. La gratuité, Arthur a c'est raison une idée qui est souvent énoncée, je l'ai entendue assez souvent à Sud Radio. Les gens disent cela, je sais pas si... Pourquoi pas, après tout Ouais, hein. bah oui, pourquoi pas, finalement, Loïc Lefauque-Jean. Bah oui, c'est toujours de bonnes idées, mais ça marche pas, parce que historiquement, la grève à la SNCF, c'est on arrête les trains. Donc, il y a une tradition. Voilà, il faut, quand on dirige une entreprise, regarder le possible, mais regarder aussi les traditions. Et donc là, on va en discuter peut-être tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un certain nombre de traditions qui n'ont pas été suivies. Allez, Olivier d'Artigol. Il faut aller du réel à l'idéal. Je pense qu'il y a des intérêts contradictoires. Il peut y avoir une discussion entre les travailleurs, les cheminots et la direction. D'autant plus qu'on en discutera peut-être. Le cahier de revendications des cheminots comporte des éléments qui relèvent du bon sens. Ils connaissent bien le ferroviaire. Mais les usagers, ça serait bien aussi qu'ils aient leur mot à dire. Je suis d'accord. Donc la main est du côté de la direction. Il faut qu'ils bougent. Vous lancez pas de mouvement de grève dans les vraies voies ce soir. Je défends. Je vous demande de vous arrêter, Olivier d'Artigol. Je défends les grèves. J'ai bien compris les vraies voies. On a bien compris. Et d'ailleurs, le principe de la grève. Céline a fait une astuce tout à l'heure, qu'on a dit ouvrez, elle a dit ouvrier. Donc on sentait bien qu'on était proche de la classe ouvrière et proche de Olivier d'Artigol. Olivier ne me paraît pas très en train ce soir. Pas mal. Allez, direction Nathalie Lessonne. Nathalie, ce mélange des genres, vous disiez tout à l'heure, Greta Thunberg qui portait un kéfier palestinien. Oui, tout à fait. Elle est arrivée pour défendre comment dirais-je, les personnes qui étaient contre la 69, je crois. La Castres Toulouse, oui, absolument. C'est ça. Elle est arrivée, Lamine Renfrogné, comme pour donner des leçons. Vous voyez bien que elle était manipulée, c'était pas très sincère. Elle est arrivée avec effectivement le kéfier de Yasser Arafat. C'est un mélange des genres. Pour moi, ça m'a choqué parce que ça lance des codes. Hein. Personne n'est dupe. Donc, quand on est écolo, on est du côté de la Palestine, et quand on n'est pas écolo, on est de quel côté? J'ai trouvé ça, elle se discrédite, elle est manipulée. J'ai trouvé ça pathétique. Alors ça est un point de vue, Philippe Bilger. On est passé de l'écologisme à l'islamo-gauchisme chez Greta Thunberg. Je ne l'ai jamais aimée, même si je lui reconnais, elle a eu un petit effet stimulant lié à sa jeunesse, mais pour le reste, je suis pas assez spécialiste, même pour dire du bien d'elle. Olivier Je pense que la prise de conscience de la jeune génération concernant les enjeux climatiques en général est intéressant. On dit toujours que c'est une génération dépolitisée dans le consumérisme. Là, il se passe quelque chose. Pour avoir assisté à des marches pour le climat à Pau, j'ai été étonné. Et elle représente véritablement quelque chose pour cette génération-là. Le kéfier, si c'est sa manière d'exprimer une solidarité à la cause palestinienne, pourquoi pas? Et là, c'est politique. Oui, bien sûr. Ah ouais, Deux choses. D'une part, je ne vois pas en quoi quelqu'un qui défend l'écologie doit se positionner sur la Palestine ou contre ou pour. Je vois pas l'intérêt, mais la chose la plus importante, c'est que Greta Thunberg a toujours agi sur les peurs. Et ces peurs sont en train de mettre nos enfants et nos petits-enfants dans une situation psychologique complètement dingue. Ils ont peur de vivre, ils ont peur de tout. Et maintenant, les parents ont peur de faire l'amour et de faire des enfants. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ça tombe bien. Ça tombe bien, vous verrez Philippe. pourquoi à 18h05. Philippe a des choses. Ne me regardez pas comme ça. À vous dire. Bon, en tout cas, vous restez avec nous. Merci en tout cas. 0826 300 300. Aude vous attend. Vous savez que ici vous avez la parole. On essaye de diffuser la plupart de vos messages. C'est vrai qu'on peut en diffuser que assez peu par jour, mais en tout cas quotidiennement, on essaye de vous mettre à l'honneur. N'hésitez pas à nous appeler, à réagir. On vous prend à l'antenne quand vous voulez. Dans un instant, Félix Mathieu sera avec nous pour les 3 mots dans l'actu et le réquisitoire du procureur. Alors une double honte, et pour RSF de Christophe Deloire, et d'une certaine manière pour le Conseil d'État. On en parle dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h et après on se quitte.
On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Loïc Le Floch-Prigent est avec nous, Olivier d'Artigol aussi, et vous au 0826 300 300 avec Philippe David. Bien entendu, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. On parle de quoi avec vous? On va parler de Nicolas Sarkozy, condamné à 6 mois de prison ferme en appel dans l'affaire Big Malion, de Robert Badinter qui devrait rentrer au Panthéon, c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé tout à l'heure, et puis de la grève des cheminots, un TGV sur 2 seulement ce week-end. On en parle dans un instant, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir pour CNews, monsieur le procureur, en disant que ce qui se passe est une honte pour Reporters sans frontières et pour le Conseil d'État. Oui, double honte en effet. Reporters sans frontières de Christophe Deloire a oublié la belle leçon de RSF de Robert Ménard, c'est-à-dire une Reporters sans frontières libérateur en faveur de la liberté d'expression, et le Conseil d'État a accepté de mettre une épée de Damoclès sur la gorge au figuré de l'Arcom, mais ça va avoir un effet boomerang puisque ça va permettre de questionner l'idéologie de toutes les télévisions publiques. Ouais. Olivier d'Artigol. Oui, on a eu une explication ce matin sur un autre plateau, puisque la décision du Conseil d'État, qui va d'ailleurs sur un terrain qui n'est pas véritablement le sien, Absolument. peut avoir un effet boomerang. Moi, je n'ai pas envie de savoir la sensibilité politique, le vote d'animateurs, d'émissions politiques ou de débats publics. J'ai simplement envie que le débat puisse être organisé, qu'il y ait une confrontation des idées, des opinions, et que chacun qui nous écoute puisse, c'est ce qu'on fait ici, se forger sa propre appréciation en ayant des éléments d'analyse. Le Conseil d'État, c'est une bombe à fragmentation, tout ça. On verra. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, c'est vrai que vous, si vous devez vous catégoriser politiquement, ce serait compliqué. Je suis aussi bien Philippe Bilger que moi, nous caractériser comme le Conseil d'État voudrait le faire, ça va être très difficile. Ouais. Compte tenu de notre histoire personnelle à tous les deux, ma foi, et moi je suis incapable de nous caractériser. Vous êtes rock'n'roll les deux. Peut-être vous arriverez à le faire. Vous êtes des hooligans, Comme disait incapable de vous caractériser, ça décharge Dieu d'une terrible responsabilité. Merci Philippe. Merci en tout cas Philippe Bilger. Allez tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Et bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont Big Malion, Panthéon et grève. Nicolas Sarkozy condamné en appel à 6 mois de prison ferme dans l'affaire Big Malion. Son avocat annonce un pourvoi en cassation et dénonce un 2 poids 2 mesures après la relaxe de François Bayrou la semaine dernière. Votre nom devra s'inscrire au Panthéon, déclaration d'Emmanuel Macron lors de l'hommage national à Robert Badinter. Et puis un TGV sur 2 va rester à quai ce week-end avec la grève des contrôleurs. Gabriel Attal dénonce une forme d'habitude. Les Vraies Voix Sud Radio. Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation contre sa condamnation en appel à 1 an de prison dont 6 mois ferme. C'est le procès Big Malion. Les dépenses excessives de la campagne de 2012. La Cour lui reproche par exemple d'avoir demandé un meeting par jour malgré l'envol des dépenses de campagne. La présidente précise tout de même que seule la partie ferme de la peine pourra être aménagée avec un bracelet électronique ou un régime de semi-liberté. Une peine suspendue en tout cas pour le moment par ce pourvoi en cassation annoncé par l'avocat de l'ancien président maître Vincent Dessery. L'arrêt qui a été rendu ce jour par la Cour d'appel est hautement contestable. Contestable parce que lorsqu'on le compare, notamment une décision qui a été rendue la semaine dernière dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, le raisonnement est en pleine contradiction. Forme de 2 poids 2 mesures concernant M. Nicolas Sarkozy. M. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire. Je rappelle qu'il est acquis à tous les stades de la procédure, qu'il n'avait nullement connaissance de cette fraude dite Big Malion. L'avocat de Nicolas Sarkozy, Vincent Dessery, autre affaire, autre décision. Gérald Darmanin est définitivement mis hors de cause dans les accusations de viol qui le visaient depuis 2017. La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi de la plaignante. Elle valide donc le non-lieu rendu en faveur du ministre de l'Intérieur dans cette affaire. Philippe Bilger. Sur le premier point, que ferait donc un avocat s'il ne contestait pas par principe la culpabilité de son client? Olivier d'Artigol.
On me dit que Nicolas Sarkozy a un problème avec les magistrats, mais au regard du nombre des affaires, il a surtout un problème avec la justice. Et le fait que des décisions puissent être rendues va, je crois, dans la bonne direction. C'était un procès en appel, il y a d'autres recours possibles. Nous allons voir, et il y a d'autres affaires à suivre. Est-ce qu'il y a de l'acharnement, Loïc Le Floch-Préjean ? Sûrement. Mais je n'ai pas l'habitude de contester les décisions de justice. Par contre, je conteste la justice et le fonctionnement de la justice. Voilà. Et à chaque fois qu'on me pose cette question, malgré la présence de Philippe Bilger, je le dis. Et voilà. Mais je conteste la justice en général et le gouvernement des juges qui pousse et qui conduit un certain nombre de personnes, dont des politiques, à mettre à mal leur vie et leur avenir. Donc, tout ça n'est pas raisonnable. Pour la démocratie, ce n'est pas raisonnable. Une réponse, non. Si, oui, juste une seconde, Cécile. Il n'y a pas d'acharnement pour une raison simple, c'est que contrairement à ce que croient les gens, ça n'est pas la justice qui s'auto-saisit. Elle préférerait n'avoir pas tous ces soupçons et toutes ces insinuations et accusations. Tu es dans ton rôle à défendre la justice. Un tel dépassement des frais de campagne, c'est aussi un bon fonctionnement de la démocratie que les candidats à la présidentielle respectent le plafond de dépenses des campagnes. Un tel dépassement totalement affolant, avec l'équipe de campagne, une démonstration a été faite qui alerte à tous les niveaux, ça n'est pas acceptable. Bon, il fait l'amour. Allez, deuxième mot, c'est Panthéon. Emmanuel Macron. Avec tout le monde. Oui. Allez, on y va. C'est le principe de l'émission. Le deuxième mot, c'est Panthéon. Emmanuel Macron veut y faire entrer Robert Badinter. Et oui, le chef de l'État l'a dit tout à l'heure, lors de l'hommage national place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice. Hommage national au père de l'abolition de la peine de mort. Robert Badinter, la République fait homme. La vie contre la mort. Cette vie portée jusqu'à son dernier souffle. Cette vie, la sienne, qui en changea tant d'autres, qui en inspira tant d'autres, qui en éclaira tant d'autres, lucides sur la chance qu'ils eurent de croiser un jour ce géant du siècle. Et à mon tour, je mesure cette chance. Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France, et vous attendent au Panthéon. Autre passage à la teinte assez politique du discours présidentiel. Vous nous quittez au moment où vos vieux adversaires, l'oubli et la haine, semblent comme s'avancer à nouveau, a aussi lancé Emmanuel Macron durant cet hommage national à Robert Badinter. Alors cette panthéonisation est validée visiblement. Et c'était la question des vraies voix vendredi dernier. Oui. J'ai une sorte de perversion, je l'admets. Ma devise, je suis de l'opposition qui s'appelle la vie, disait Balzac. Maintenant qu'on va avoir la panthéonisation, je pense à la multitude qui n'était pas d'accord avec lui. Ça me perturbe. Oui. Loïc Le Floch-Préjean. J'ai tendance à considérer que l'homme que je connaissais bien était d'abord l'homme de la lutte contre l'antisémitisme. Toute sa vie. Il a écrit un livre absolument extraordinaire sur sa grand-mère et quel que soit le moment où je l'ai rencontré, c'était d'abord le personnage de la lutte contre l'antisémitisme, parce que l'homme qui a fait le discours à l'Assemblée nationale sur la peine de mort, c'est lui, bien sûr. Mais celui qui a fait voter, qui voulait faire voter ça, c'était Mitterrand et non pas Robert Badinter. Il a peut-être été choisi par Mitterrand pour le faire, mais l'homme de la peine de mort, c'est François Mitterrand, et ce n'est pas Robert Badinter. Par contre, sur l'antisémitisme, là, ça a été 95 années de sa vie. Allez, Olivier d'Artigol, un petit mot. Pour rester sur ce terrain-là, je me souviens de sa colère vive concernant les propos du candidat Zemmour à la présidentielle concernant Pétain. Et cette capacité intacte jusqu'au crépuscule de sa vie à s'indigner, à être en veille sur ce sujet-là, le marque fortement. L'annonce de la panthéonisation est, je trouve, en ce sens-là, quelque chose de très positif.
Troisième mot, grève. Félix. Celle des travailleurs SNCF, des contrôleurs SNCF. Ce week-end, un TGV sur 2 va rester à quai. Gabriel Attal dénonce une forme d'habitude de ces grèves en période de vacances. La colère aussi de Michel Kidor, le représentant de la FNOT, la Fédération des usagers. Quand les ouvriers font grève, ils frappent le capitaliste au portefeuille, et ça on le comprend. Là, vous faites grève pour enquiquiner, pour ne pas dire plus, 4 millions de voyageurs, pour des revendications dans lesquelles ils n'ont rien à voir, mais pour servir, pour qu'ils servent de masse de manœuvre, pour créer une certaine impopularité, que vous escomptez peut-être qu'elle monte vers le gouvernement, et que le gouvernement dise à l'SNCF, allez-y. Donc on est dans une instrumentalisation du voyageur qui est insupportable de la part d'une entreprise qui est justement la SNCF. C'est une grande entreprise nationale qui appartient à la nation, et quand on a ce rôle important, qu'on transporte des millions de voyageurs par jour, on a des droits certainement, et le droit de grève pour nous il est légitime, mais on peut pas faire n'importe quoi, et il y a des devoirs qui s'imposent. Michel Kidor de la FNOT ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Nous serons avec la FNOT mais aussi avec la CGT cheminot dans le coup de projecteur de 18h35 dans les vraies voix sur Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et dans un entretien publié par Ouest France, Nicole Belloubet, pourquoi je l'appelle Nicolas, pas du tout, dévoile son nouveau plan d'action pour les écoles, Philippe. Oui, et parlons vrai. Est-ce que Nicole Belloubet va mettre en musique la partition écrite par Gabriel Attal lorsqu'il était à sa place au ministère de l'Éducation? Est-ce qu'on peut encore sauver l'éducation en France quand on voit l'effondrement année après année dans les classements internationaux PISA et TIMSS? Quelle est la priorité pour vous dans l'éducation? Vous dites les savoir à 75%, l'attractivité du métier à 2%, le respect de la discipline à 19% et la lutte contre le harcèlement scolaire à 4%. Vous voulez réagir? Vous êtes prof, parent d'élèves? Appelez-nous au 0826 300 300. Et notre invité François Jarraud, fondateur et rédacteur du site Café Pédagogique. Petite question avant de partir en pub. Est-ce que la dénonciation des inégalités sociales de la ministre peut-elle finalement cohabiter avec la feuille de route du gouvernement? Oui, bonjour. La réponse clairement c'est non. Dans la situation réelle des établissements, non, parce qu'en fait on n'aura pas des groupes souples. On est en train de mettre en place des filières différentes selon le niveau des élèves à l'entrée en 6e, et ça c'est social. Et donc on va arriver à un retour en arrière de 50 ans, avec des systèmes d'enseignement différents, et c'est aggravé en plus par la classe prépa-lycée, là, pour les élèves qui n'auront pas le brevet. On en débat dans un instant avec vous au 0826 300 300. Soyez les bienvenus, les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h avec nous pour commenter. Philippe Bilger était avec nous, en tout cas Loïc Le Floch-Prigent et Olivier D'Artigol, et vous au 0826 300 300. Tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut respecter 4 principes dans les établissements, et j'y veillerai. L'établissement de règles claires pour tous. Nous sommes dans une situation où plus de 1 élève par classe, en moyenne, subit du harcèlement. Il faut également que nous puissions assurer la protection de l'ensemble des acteurs éducatifs et des élèves lorsqu'ils en ont besoin. Je pense qu'une certaine stabilité n'est pas inutile. Et il faut enfin que nous soyons à la base de la restauration de l'autorité, une autorité proportionnée et bien comprise. Il faut apaiser et réformer. Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation, marque fermement la direction du gouvernement du système éducatif dans un entretien dans Ouest France. Elle soutient avec vigueur l'initiative du groupe de niveau, mesure promue par Gabriel Attal dès son premier déplacement officiel. Elle s'est donc attaquée à la problématique du harcèlement scolaire, affirmant ainsi ses priorités. Alors parlons vrai, est-ce que Nicole Belloubet est en train de mettre en musique la partition écrite par Gabriel Attal quand il était rue de Grenelle? Est-ce qu'on peut encore sauver l'éducation en France quand on voit l'effondrement du système éducatif français dans les classements internationaux comme PISA et TIMSS? Pour vous, quelle est la priorité dans l'éducation? Vous dites les savoirs à 74%, l'attractivité du métier à 2%, le respect de la discipline à 19% et la lutte contre le harcèlement à 5%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 ou Aude attend vos appels. Avec François Jarraud qui est avec nous, fondateur et rédacteur du site Café Pédagogique. Merci en tout cas d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, cette grande trajectoire de Nicole Belloubet.
Alors j'attendrai de voir pour savoir si elle est dans la ligne de Gabriel Attal, qui a eu ma dilection comme ministre durant même pas 6 mois à l'Éducation nationale. En tout cas, nos auditeurs sont très intelligents parce qu'à l'évidence, ils mettent en premier plan les savoirs et la discipline. Les 2 autres notions, à mon sens, sont totalement périphériques par rapport à l'essentiel de l'école. Alors, j'espère que la manière dont Nicole Belloubet a été nommée et qui relève du vaudeville politique quand on a eu le temps de lire Le Canard enchaîné aujourd'hui. C'est-à-dire que le président de la République lui demande clairement si elle renie tout ce qu'elle avait pensé avant dans le domaine de l'éducation nationale, et elle dit oui, bien sûr, il s'agit de venir rue de Grenelle. Je me demande si tout cela ne va pas, par le ridicule de la forme, risquer de battre en brèche profondément les orientations du fond. Olivier d'Artigol. En écoutant Phébigère, j'avais des images du nom de la rose qui m'arrivait avec le grand inquisiteur qui arrive en chariot et qui passe à la question est-ce que vous renoncez à... Ça concerne les hérétiques. Bon, c'est un chemin, en effet, ça relève du vaudeville. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si ce qui a été annoncé par Gabriel Attal, c'est ça l'enjeu, va permettre de réduire les inégalités scolaires. Je le dis sans cesse, les inégalités scolaires sont le reflet exact des inégalités sociales. Et c'est un drame pour une société développée comme la nôtre. Je suis convaincu, après avoir lu un certain nombre de choses et avoir discuté avec des anciens collègues enseignants, je l'ai été, que les groupes de niveau ne feront qu'accentuer cette réalité-là, que l'aggraver. Donc j'espère que le débat dans les prochaines semaines permettra d'y voir plus clair sur ce qui a été annoncé par Gabriel Attal. Loïc Levoque-Prigent. Mais je pense qu'on ne peut que considérer que lorsque Gabriel Attal a pris 1 ou 2 mesures comme ministre de l'Éducation nationale, il a enthousiasmé les Français. On peut dire que c'est majorité. Bien. Alors, après, le vaudeville tel que décrit par Le Canard enchaîné nous montre que c'est pas si clair. Et j'aurais tendance à considérer que avant de lancer une réforme qui a ses mérites comme toutes les réformes, il faut réfléchir à l'impact véritable. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment de recherche de ce qu'est l'impact véritable des mesures annoncées. Il y a une sorte d'engouement. Alors on dit on fait ça. Mais quel est l'impact véritable ? Et j'ai tendance à penser, comme Olivier, que c'est cette histoire de groupe de niveau qui va trouver des solutions extraordinaires à tous les problèmes, c'est faux. C'est faux. Je pense que c'est pas vrai et qu'il faut revenir à la réalité. La réalité, c'est que on a du mal à trouver des professeurs de mathématiques parce que les professeurs de mathématiques n'ont pas envie d'aller dans l'école publique. Qu'on a du mal à trouver un sens. C'est ça. La réalité, c'est ça. C'est que est-ce que les gens qui peuvent augmenter les capacités, le niveau, en tout cas. Le niveau des élèves, est-ce que ces gens-là, on les trouve facilement aujourd'hui ? La réponse est non, on les trouve facilement. Voilà. Et pourquoi ? Eh bien, il faut répondre à cette question. Bah, c'est le salaire, sûrement le salaire. Oui, on va en parler avec notre invité. Hein, oui, François Jarraud. Peut-être, mais disons que c'est ça la question fondamentale. Il faut pas être sans arrêt dans esquiver. Non, ouais. J'ai une recette. Non, il n'y a pas de recette. Les gens compétents et qui sont aujourd'hui en situation d'élever le niveau de l'école ne sont pas candidats à être professeurs dans l'école. Pourquoi et comment va-t-on faire ? C'est ça le sujet. Alors, François Jarraud, il n'y a que 2% des votants sur Sud Radio, c'est le score le plus faible, qui disent que c'est l'attractivité du métier. Est-ce que rendre le métier attractif, c'est important, notamment par le biais du salaire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui, on voit des profs qui sont recrutés avec des scores, enfin des résultats catastrophiques au concours, des notes de 4 ou 5 sur 20. Est-ce que ça, c'est pas déjà un des gros problèmes ? Alors ça, c'est tout à fait exceptionnel. En réalité, dans le choix des quatre propositions, là, tout est à faire. Hein. Il faut améliorer l'attractivité, il faut enseigner forcément, hein. Il faut qu'il y ait des disciplines dans les classes, c'est aussi un problème. Voilà, il faut tout ça ensemble. Si on veut améliorer l'attractivité, on sait bien ce qu'il faut faire. Il faut améliorer à la fois le salaire et les carrières.
Pour le moment, c'est pas fait. Et aussi la part de la discipline, c'est-à-dire que des profs qui sont maltraités, ça joue aussi sur leur quotidien, j'imagine. Mais de temps en temps... Bien sûr. Pardon. Allez-y, François Jean. Bien sûr, oui, la discipline, c'est important, mais la discipline, ce qu'on appelle la discipline, en fait, c'est le respect, c'est l'autorité morale de l'enseignant sur la classe. Ça, c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui se fabrique. Ça renvoie aux enseignements, ça renvoie à la façon d'enseigner, ça renvoie à la façon de fonctionner du système, ça renvoie au sentiment de justice ou d'injustice ressenti par les élèves. Aujourd'hui, le système éducatif, il est quand même très injuste socialement, par exemple. Olivier d'Artigol, qui a été prof. Quelle est votre analyse concernant la proposition des groupes de niveau en 6e et 5e en maths et en français? C'est très simple. De toute façon, le ministère n'a pas les moyens de mettre en place ce qu'il dit qu'il va faire, c'est-à-dire des groupes flexibles où les élèves seront répartis avec un mouvement dans l'année, etc. En réalité, ce qui va se mettre en place en bricolage, avec des profs qui ne sont pas forcément des profs de français et des profs de maths, mais des profs racolés un peu partout, y compris des contractuels, ce qui va se mettre en place, c'est des groupes rigides. Et on va donc avoir des différences importantes, ça va creuser les écarts entre les élèves. Ce sont des écarts sociaux. On est en train de reconstituer des filières d'enseignement différentes comme elles existaient il y a plus de 50 ans. Philippe Bichard veut réagir. Mais est-ce que votre vision sociale de l'école et le fait que, par exemple, vous craignez que des disparités sociales s'accentuent, est-ce que vous êtes réellement en plein dans ce qu'exige véritablement une école exemplaire ? La réalité sociale, c'est pas moi qui la pose, c'est PISA qui la pose, c'est l'OCDE. Donc on sait que l'école française est très injuste socialement, on sait que les 25% d'élèves faibles, parce qu'en fait la crise de l'école, c'est pour 25% des élèves. Ces 25% viennent de familles défavorisées, et donc si on veut améliorer les choses, il faut avoir une politique sociale. Alors, avant tout, c'est ça la priorité. Notre vraie voix du jour, c'est Nathalie de l'Essonne. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vous êtes prof vous-même? Oui. Vous enseignez à quel niveau? Vous êtes prof d'anglais, je crois, c'est ça? Oui, au lycée. Au lycée. Et pour vous, parmi les 4 propositions de Sud Radio, alors, les savoirs, 75%, l'attractivité du métier, 2%, le respect de la discipline, 19%, et la lutte contre le harcèlement, 4%. Pour vous, quelles seraient, en tant que prof de lycée, les priorités? Alors, le premier, le savoir, et le deuxième, c'était? L'attractivité. L'attractivité, le respect de la discipline et la lutte contre le harcèlement. Les 2 premiers. Les 2 premiers. D'accord. Vous enseignez depuis combien d'années? 25 ans. Et ce serait à refaire. Vous referiez une carrière de professeur? Parce qu'à l'époque, quand on compare par rapport au niveau du SMIC, on était beaucoup mieux payé quand on était prof qu'aujourd'hui. Oui. Non, j'hésiterais. Je pense que j'hésiterais. Mais j'hésiterais à refaire ce métier, bien que je l'aime toujours. Je suis toujours aussi fière de le faire, aussi contente de le faire. Mais je pense qu'il faut renverser la table. Et renverser la table de quelle manière? Façon Gabriel Attal? Bah oui. Mais oui. Et je réfléchissais hier, je me disais, mais qu'est-ce que veulent les enseignants? Parce que ils sont toujours à, comment dirais-je, alors ils ne veulent pas de groupe de niveau, on peut comprendre, en 6e, 5e, on n'aura pas l'argent, bien sûr. Mais alors, mais que veut-on? Parce que quand nous avons des classes hétérogènes, ça ne marche pas non plus. Oui. Donc en fin de compte, il faut peut-être qu'on tranche nous aussi, qu'on soit clair avec ce qu'on veut. Oui, Philippe Bichard. Dans votre expérience professionnelle de 25 ans, si vous aviez à identifier la pire entrave que vous avez eue, c'est laquelle? C'est le nombre d'élèves dans les classes. Oui. Ouais. Ah oui. C'est ça. D'accord. Pour l'instant, en moyenne, vous êtes combien? Nous, on est une trentaine. Oui. Trentaine, c'est beaucoup. Oui. Moi, à mon époque, on non, était 40 parfois en classe. Oui. Mais c'est quoi, pourtant, vous qui êtes sur le terrain, et c'est ça qui est intéressant, Nathalie, si vous aviez en face de vous un Gabriel Attal ou Nicole Belloubet de dire arrêtez venez voir ce qui se passe sur le terrain, ce serait quelle bonne mesure selon vous? En tout cas, une bonne mesure pour essayer de remettre en place, ou quelques bonnes mesures? La première mesure, c'est de revoir le respect des enseignants. Certes, il y a peut-être de l'injustice envers les élèves, mais il y a un manque de respect des enseignants, nous le crions. Donc c'est ça qu'il faut faire revenir, mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Une mesure concrète, mettre de l'argent sur la table. Alors pas
que nos salaires, hein, nos conditions de travail. Des petits groupes, donner des moyens aux enfants pour des cours de soutien, mais pas le pacte, par exemple. Ça, c'est mort-né, tout ça. Et ça ne donnera rien. François Jarreau, restez avec nous, Nathalie. À l'époque, on va faire réagir la vraie voix, le ministère de l'Éducation nationale sous la Troisième République, ça date un peu, s'appelait le ministère de l'Instruction publique. Quand on parle des problèmes de discipline dans les classes, qui font s'effondrer le niveau, parce que si le prof n'a aucune autorité, que ça se bagarre, que ça hurle, que ça crie, que ça fait n'importe quoi, évidemment, les savoirs peuvent pas être au rendez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie de responsabilisation des parents à mettre en avant? Ça, c'est sûr. Hein. Alors, il y a des vrais problèmes de discipline. Je veux dire, PISA l'évalue. En gros, par exemple, on sait qu'il y a à peu près 40% des élèves qui se plaignent que les cours démarrent très tardivement compte tenu de l'indiscipline. Il y a la moitié des élèves qui se plaignent du bruit en classe. Et ça, c'est beaucoup plus fort que dans les autres pays de l'OCDE. Donc, il y a des vrais problèmes. Maintenant, ces problèmes-là, ils sont liés au nombre d'élèves par classe, ils sont liés au fonctionnement global du système. C'est pas, c'est pas un coup de... Parce qu'il y a une autre réalité, c'est qu'on est aussi dans les pays où il y a le plus de punitions. Vous avez 40% il faut peut-être changer de modèle, alors. Il faudrait peut-être changer de punition. Voilà. Vous avez 40% des collégiens qui sont punis au moins 3 fois par an. Qu'est-ce que vous appelez puni? Une colle? Les formes de punition collective, il n'y a même pas que l'école, il y a encore les lignes qui existent, par exemple, alors qu'elles sont interdites depuis plus d'un siècle. Mais bon, on a un niveau de punition très élevé. On a tous les jours, par exemple, en Seine-Saint-Denis, l'équivalent d'un collège entier, et les collèges en Seine-Saint-Denis sont très importants, 700-800 élèves exclus. Vous voyez? Ah oui, quand même. Voilà, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas punir. Bien sûr qu'il faut punir, il y a des punitions. Mais en réalité, l'autorité de l'enseignant, c'est quelque chose qui se construit par rapport aux élèves, et ça renvoie au nombre d'élèves en classe, ça renvoie au fonctionnement du système, ça renvoie au groupe d'adultes. Est-ce que les adultes appliquent la même discipline dans la même classe? Aujourd'hui, non. Est-ce que le chef d'établissement et les enseignants appliquent la même discipline? Pas forcément non plus. Donc voilà, ça c'est des problèmes très concrets, mais qui ne sont pas traités en fait. Par exemple, il n'y a pas de formation réelle à la discipline, à la gestion du groupe classe. D'accord, donc ça n'est pas codifié, vous voulez dire, dans l'éducation nationale. C'est pas une histoire de code, c'est plus subtil que ça. C'est une histoire de comment je gère un groupe. Et comment je fais pour être juste? Si, c'est quelque part une histoire de code. Il y a 30 ans, les élèves se levaient, je dis n'importe quoi, mais se levaient quand le professeur arrive, et c'était comme ça, c'était comme ça dans toutes les écoles. Donc si, il y a des codes. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, les élèves se lèvent aussi quand le professeur arrive, dans beaucoup d'établissements. Mais il y a, quand moi je suis arrivé au lycée, il y a plus de 30 ans, c'est vrai qu'il y avait moins de problèmes de discipline. Ceci dit, il y avait que un cinquième des jeunes qui allaient au lycée. C'était le cinquième des enfants les plus favorisés. Olivier d'Artigol. D'abord, je salue la prof d'anglais, puisque j'ai connu le statut de cancre dans ma scolarité. Faites une question en anglais qu'on voit votre niveau. J'ai connu le statut de cancre dans ma formation initiale, donc au collège et lycée dans langue étrangère. Ce qui m'a amené, quand j'ai été prof d'histoire, à être très bienveillant et attentif aux élèves qui avaient des difficultés pour avoir connu ce statut précaire. C'est très bien. Première chose. Deuxième chose, il y a des choses qui sont affolantes et il faudrait écouter le monde enseignant. Par exemple, ce qu'a produit la réforme du bac. Et heureusement, on est revenu dessus en partie, à créer un dysfonctionnement et de la désorganisation déjà dans un monde éducatif qui ne méritait pas ça. Donc le plus souvent, je vous le dis, dans le monde éducatif, comme c'est le cas pour les hospitaliers, dans la santé, comme c'est le cas sur ceux qui font et donc qui savent, il faudrait écouter les enseignants sur ce qu'ils ont à dire, sur ce qu'ils vivent, et si cela pouvait davantage inspirer la politique du ministère, voilà, des groupes, des classes avec moins d'élèves, ça nous a été dit, des enseignants formés et en nombre. Déjà, si on réglait ça. Avec peut-être un peu plus d'autonomie aussi sur le... Peut-être. François Géraud. L'autonomie, c'est un autre sujet. Je veux dire, de quelle autonomie parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'autonomie des établissements, c'est-à-dire de la mise en concurrence des établissements les uns par rapport aux autres, ou est-ce qu'on parle de l'autonomie des enseignants de l'intérieur de l'établissement? L'autonomie des professeurs, en tout cas des enseignants dans leur classe en fait. C'est-à-dire que le sortir du pas de vague, avoir la possibilité de gérer sa classe sans avoir peur de se faire taper sur les doigts, enfin voilà, c'est ça.
Moi, je crois pas trop à ça. Je pense qu'une discipline efficace, c'est une discipline où il y a un collectif d'adultes qui font bloc vis-à-vis des jeunes et qui essaient avec les jeunes de définir les règles et de les faire appliquer. Oui. Je pense pas les problèmes de discipline, je ne pense pas qu'ils puissent se régler séparément. Vous voyez, je vais vous donner une anecdote, si vous me laissez 30 secondes. On est très en retard déjà. Allez-y, je vous écoute. Alors, je suis journaliste depuis longtemps, mais j'ai été enseignant dans le temps. Et j'ai eu un élève qui était sans arrêt insolent, systématiquement insolent. Je comprenais pas, parce que je lui faisais rien de particulier. Finalement, ça s'est réglé par un dialogue entre lui, ses parents et moi. Ce gamin cherchait simplement à se faire exclure de l'établissement. Parce qu'il voulait faire autre chose. Ouais, okay. Et finalement, ça s'est réglé avec un deal. Donc il faut essayer de comprendre les comportements des gamins, et il faut essayer d'avoir un dialogue avec eux. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Merci beaucoup François Jarraud d'avoir été avec nous, fondateur et rédacteur du site Café Pédagogique. Merci en tout cas. Dans quelques instants, le retour des vraies voix. Mais en attendant, un très joli moment, puisque c'est le moment de jouer avec Sud Radio à l'occasion de la Saint-Valentin. Vous allez pouvoir tenter de gagner un séjour au château de Courcelles. C'est en région de France, en Haute-France. Une demeure imprégnée d'histoire qui a connu de grandes figures comme Jean Cocteau ou Christian Dior. Un environnement magnifique, une nuit dans une chambre prestige incluant les petits déjeuners, un dîner gastronomique en 5 services, j'ai bien dit en 5 services, par le célèbre chef Benjamin Colomba qui est doublement étoilé. Voilà, ça, en tout cas c'est pour une belle Saint-Valentin à 0826 300 300, 10e appel au standard. Vous serez sans doute, en tout cas j'espère, sélectionné pour cette grande finale qui se déroulera vendredi. On vous embrasse, on vous souhaite bon courage et on revient dans un instant. Petite pause des vraies voix, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. C'est un plaisir de vous accueillir régulièrement au 0826 300 300. C'est votre maison ici. Vous venez comme vous voulez. Vous tapez à la porte, on vous ouvre. Ça tombe bien puisque Aude, elle est très très cool. Voilà, elle vous accueille les bras ouverts, grands ouverts, grands ouverts, comme on dit. Allez, Nathalie est avec nous. Elle va jouer au 0826 300 300. Le quiz de l'actu, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et ce quiz de l'actu, Nathalie, vous êtes la première à répondre aux questions et ce sont nos vraies voix. Si toutefois vous n'avez pas la bonne réponse, qui répondront à votre place et qui pourront remporter peut-être cette partie. En tout cas, on espère que ce sera vous quand même. Vous êtes prête, Nathalie ? Oui. C'est une question, qui c'est qui l'a dit? Attention, c'est un point. Facile. Une personnalité à la tête d'un parti. On vous donne un petit indice. Sur le service public, on entend toutes les opinions. On ne peut pas dire que France Inter est une chaîne d'opinion. Qui a dit ça? Un chef de parti. Un chef de parti. Oui. Ciotti? Non. Olivier Faure. Bonne réponse, il a été plus rapide. Olivier Faure. Vous l'affirmez. C'est très net. Ah oui, non, il l'a dit avant vous. Non, mais attendez, c'est certain. Non, c'est vrai, Philippe. J'ai même pas entendu Olivier d'Artigol, moi. Ça recommence. Mais vous voyez, c'est un sketch. Mais ça, c'est insupportable de la part de l'arbitre. Je vous non, mais c'est très net, ça suffit. Je reconnaîtrai ma défaite sans aucune difficulté. Croire qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ah ben non, mais parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Je n'ai même pas entendu. J'ai commencé par dire Olivier Faure. Non. Et quand j'ai terminé fort, tu disais fort. Bon. Ouais. C'est très net, c'est très net. Qui c'est qui l'a dit? Question à 2 points. Indice, c'est un jeune ministre. Quand on regarde le RN, Marine Le Pen, c'est la championne de l'arrogance. Nathalie. Alexis Corbière? Non. Ah non, il n'est pas ministre. Un jeune ministre. Ah oui, il n'est pas ministre. Non. Ministre. Allez-y, les vraies voix. Séjourné. Non. Un jeune Attal? Oui, bonne réponse, Philippe Bilger. Alors, un jeune Premier ministre? Non, bah justement. Un jeune ministre, sinon c'est trop facile. Bah non, bah il est ministre. Ça joue au plus faible. Donc j'incriminais mon allié, ma complice. Bah justement. Alors vous voyez, sinon c'est trop facile. Complice, le terme est bien choisi. Je pensais que c'était lui, dès le début, mais l'intitulé de la question m'a dit... Ça n'a aucun intérêt ce que vous dites, Olivier d'Artigol. Non, 2 points. Je suis d'accord. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? 3 points, ma chère Nathalie. Le gouvernement confond répondre aux agriculteurs avec céder à la FNSEA. C'est un député de gauche. Ouais. Qui est parti de l'Assemblée nationale et qui est revenu. Nathalie. Quatennens? Bonne réponse de Nathalie. 3 points. Qui c'est qui l'a dit?
sur Robert Badinter au Panthéon. Il a été ministre et président du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, dans le brouillard de la politique, il est bon de rappeler aux jeunes générations qu'il y a des hommes qui se sont élevés au-dessus des divisions politiques. Oh, Larcher, je sais pas. Non. C'est pas le Debré. Si. Ah, Debré. Jean-Louis Debré. Non, j'allais dire Mélenchon. Attention, mais c'est pour rire. Allez, 3 points, les amis, 3 points. Qui c'est qui l'a dit sur Robert Badinter? Lorsqu'on parlait de Mitterrand, il l'appelait toujours le chef. Ça m'a toujours frappé. Nathalie, un ancien Premier ministre. Ouais. Oui. Ancien Premier ministre, Laurent Fabius. Bonne réponse. Oui, Bravo Nathalie. Laurent Fabius. Point prix Olivier, c'est merveilleux. Allez, Qui c'est qui l'a dit? c'est la dernière À question. 3 points. Sur les jets de soupe sur des tableaux, je désapprouve cette action. C'est pas avec ça qu'on va embarquer les gens dans la transition écologique. Alors c'est un maire de grande ville, Nathalie. Édouard Philippe. Grenoble. Non. Allez-y. La 3e ville de France. Lyon. Oui, qui c'est? C'est Lyon. Lyon, Philippe Bilger. Grégory Doucet. Non, c'est Bordeaux, c'est Doucet. Non, il a dit Lyon. Non, il a dit unique à Lyon. C'est moi qui ai dit Doucet. Est-ce que c'est moi? C'est moi qui ai dit Doucet. Non. Non, c'est C'est lui. moi qui ai dit Non, il a Doucet. dit unique. Moi, j'ai dit Lyon. Oui, Non, il a dit et moi Lyon. j'ai dit et derrière j'ai On dit nous a Doucet. demandé le nom, pas Et la ville. derrière j'ai dit Doucet. Les amis, sauf qu'il a dit Lyon en premier. Oui, absolument. C'est vrai, tu as dit Lyon en premier, mais moi j'ai dit Doucet en premier. Loïc. Non. Dans cette affaire. Mais c'est pas un sujet. Grâce à ça, C'est pas vous un battez sujet. Nathalie. Je vous ai Bravo, simplement Nathalie dit. Nathalie a gagné, et c'est très bien. Olivier, la modération avec laquelle cette victoire. Non mais excusez-moi Nathalie, est-ce que vos élèves sont aussi désorganisés que nous? On vous embrasse Nathalie, merci d'avoir joué avec nous. On vous embrasse très fort et bon courage, merci beaucoup. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Les vraies voix, dans 10 minutes, on parle de quoi Philippe Bilger? Bonne nouvelle pour la Saint-Valentin. Très bien, bonne nouvelle pour la Saint-Valentin. Que se passe-t-il à Bétaram? Eh ben, on le saura. Avec vous, Loïc. La simplification. Ok, magnifique. La simplification, on revient dans un instant et on vous aime. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue avec Philippe Bilger, avec Loïc Lefranc-Prigent, avec Olivier D'Artigol et bien entendu vous au 0826 300 300. Dans un instant, Félix Mathieu, vous avez la parole. On part où? On va en Belgique avec une décision inédite de la Cour européenne des droits de l'homme sur la protection du bien-être animal, la CEDH, qui vient de valider l'interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement qui était contesté par des associations. Et moi, je voudrais pousser un énorme coup de gueule contre la folie qui touche une partie de la jeunesse avec l'angoisse climatique qui cause des dégâts considérables du point de vue psychique, mais aussi peut-être sur la natalité. En effet, alors que l'exécutif a parlé de réarmement démographique, suite aux chiffres démographiques catastrophiques, on apprend que le nombre de vasectomies a explosé en passant de 1940 en 2010 à 30 288 en 2022. Rappelons que la vasectomie est une méthode de stérilisation quasi irréversible. Alors pourquoi ce coup de gueule? Parce que pendant des années, la vasectomie s'était fait par des hommes de 35, 40, 45, 50 ans qui avaient eu des enfants et qui n'en voulaient plus, ce qui ne posait strictement aucun problème, mais que maintenant des jeunes hommes se font faire une vasectomie dès 18 ans avec pour argument le réchauffement climatique et la surpopulation mondiale. On peut remercier les délires catastrophiques de Greta Thunberg et de ses adeptes qui rendent notre jeunesse anxieuse en la berçant aux mélopées de fin du monde, au point même qu'elle n'arrive même plus à se projeter dans l'avenir. Alors à nos jeunes hommes, oubliez la vasectomie, vivez, profitez, et si vous en avez envie, n'hésitez pas à faire des enfants. Olivier D'Artigol. Je ne mettrai pas toute la responsabilité de ce phénomène aux échos anxieux. Il y a aussi dans la manière dont ne fonctionne pas notre société, notamment le fait de pouvoir accéder dans de bonnes conditions à un emploi en CDI avec un salaire permettant de vivre et de se projeter, est aussi quelque chose qui freine la décision de construire et de se projeter. C'est pas un argument de donner aux médecins. Allez, rapidement. Non, je pense qu'il faut pas avoir de nid de réalité. Ouais. C'est bien ce que dit Philippe qui arrive, et c'est absolument catastrophique pour notre société qui n'a plus confiance en rien. Philippe Bilger. C'est la suite du pessimisme délirant qui atteint la jeunesse.
Allez, direction la Belgique avec Félix Mathieu. Oui, la Belgique où les régions flamandes et wallonnes ont décidé d'interdire l'abattage rituel des animaux sans étourdissement. Des ressortissants belges, musulmans ou juifs, avaient alors saisi la Cour européenne des droits de l'homme contre cette interdiction. Ils y voyaient une violation de la liberté religieuse. Eh bien, ce n'est pas l'avis de la CEDH qui les a déboutés. C'est plutôt une décision inédite. La CEDH estime que les décrets étaient proportionnés au but recherché, à savoir la protection du bien-être animal. Bonsoir Christophe Marie. Bonsoir. Porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors j'imagine que vous êtes d'accord avec la Cour européenne des droits de l'homme, vous vous réjouissez plutôt de cette décision? Oui, bien sûr, et en fait elle vient aussi appuyer la décision, l'arrêt qui avait été rendu par la Cour de justice de l'UE déjà en décembre 2020 et qui confirmait que les États membres étaient tout à fait disposés à prendre des interdictions nationales sur l'abattage sans étourdissement préalable. Parce qu'il faut savoir en fait que la réglementation générale de base, c'est l'obligation d'étourdissement des animaux. Et en France, le premier décret qui avait été pris, c'était en 1964, donc ça fait 60 ans et c'était à l'initiative de Brigitte Bardot. Et donc, on a toujours effectivement dénoncé la dérogation prévue pour l'abattage rituel, et donc avec des animaux qui sont égorgés à vif. Il y a un rapport de l'INRA qui s'appelle douleurs animales et qui signifie, qui précise que les bovins, par exemple, peuvent mettre jusqu'à 11 minutes avant de perdre conscience, 11 minutes après avoir été égorgés. Alors bien évidemment, pendant 11 minutes, ils sont pas dans leur box de contention, ils sont suspendus et en découpe, toujours conscients. Donc c'est une monstruosité. Donc c'est très bien que l'Union européenne, par ces deux cours, soutiennent les États membres qui prennent des dispositions pour défendre le bien-être animal en imposant l'étourdissement. Parce qu'il n'y a pas qu'en Belgique. Non, il n'y a pas qu'en Belgique, il y a déjà l'Autriche, il y a plusieurs pays, les Pays-Bas, la Grèce, il y a plusieurs pays qui ont pris des dispositions. Avec Brigitte Bardot, on avait rencontré le recteur et l'imam de la mosquée de Paris il y a déjà pas mal d'années, et il nous avait bien dit qu'il n'y avait pas d'opposition à ce que l'animal soit étourdi dès lors que c'est un système réversible, mais il faut qu'il y ait une décision politique. Et on a rencontré Emmanuel Macron, on avait rencontré Sarkozy et d'autres avant ça, et c'est vrai qu'en France, rien ne se fait, et pire, il y a une omerta totale sur le nombre d'animaux abattus sans étourdissement préalable et qui la viande se retrouve dans le circuit classique sans aucun étiquetage pour le consommateur. Parce que la crainte, forcément, j'imagine, en la matière, c'est de provoquer des crispations religieuses autour de ce thème des religions. Oui, mais c'est toujours la bonne excuse. Nous, on nous dit, ah non, c'est pas le moment, il y a eu le voile, il y a eu ci, il y a eu ça. Et alors, il y a un moment, il faut avancer. La protection animale, ça n'est pas quelque chose d'anecdotique. Le bien-être animal doit être défendu et la religion n'a pas à prendre le dessus sur des mesures de bien-être animal. Et encore une fois, nous, on n'a pas d'opposition. La plus forte opposition, on la rencontre pas auprès des cultes, c'est auprès des politiques ou bien même des industriels pour qui c'est plus commode d'abattre tout en rituel pour couvrir la viande cachère et halal et le circuit classique, puisqu'il n'y a aucun étiquetage et aucune volonté d'informer le consommateur que l'animal a été abattu sans étourdissement. Réaction très courte d'Olivier D'Arcigol. Non, je suis totalement d'accord avec le diagnostic et les propositions faites. Christophe Marie. Totalement. Ouais. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Merci beaucoup Félix. Vous restez avec nous dans un instant, juste après la pause, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec Philippe Bilger, on va parler de quoi? Très bonne nouvelle pour la Saint-Valentin. L'amour active les voies cérébrales. Ça ne concerne pas les chroniqueurs. Avec vous, Loïc Le Floch. C'est la simplification. Il paraît qu'on est en période de simplification. Puis il apparaît qu'avec le pacte vert, la simplification, c'est des formulaires à n'en plus finir. Et avec vous, Olivier D'Arcigol. Les anciens élèves du collège et lycée de Bétarame en Béarn ont ouvert une page Facebook et ce qu'ils nous disent est assez préoccupant. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez nous en parler et débattre, vous êtes les bienvenus. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous remercie beaucoup, tous ces témoignages de fidélité, de gentillesse dans la rue, dans les taxis, quand on prend. Et même dans une ambulance, un de mes proches a pu le constater il y a 2 jours. Ouais, absolument. Vous travaillez avec Philippe Bilger. Mais c'est Non, mais c'est vrai, incroyable. mais c'est fou. Parfois on me dit, mais vous prenez le métro. Mais c'est dingue. Ce type est incroyable. En tout cas, il est là, Philippe Bilger. Loïc Lefranc-Prigent est avec nous et Olivier d'Articole aussi. Et vous au 0826 300 300, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, bonne nouvelle pour la Saint-Valentin, l'amour active les voies cérébrales associées aux sentiments positifs. Oui, et c'est une étude scientifique très sérieuse qui, sur 1600 jeunes gens en état amoureux, a démontré qu'il y a des effets physiques chez ces jeunes gens que je ne saurais pas rapporter dans le détail, mais en effet, comme vous l'avez dit, l'amour, le sentiment amoureux active les voies cérébrales associées aux sentiments positifs. Et si j'osais, on a murmuré, me semble-t-il, à l'oreille du procureur, il paraît qu'un animateur emblématique de Sud Radio connaîtra peut-être un sentiment amoureux dans ce domaine dans l'année 2024. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut préciser le trimestre J'aimerais bien connaître l'origine de l'étude. C'est 1600 personnes, mais elle est sérieuse. Mais ça ne m'étonne pas. Oui. Ça ne m'étonne pas du tout. Non, moi, je suis positif à l'égard de cette idée qu'il y a un sentiment amoureux. Je suis sûr que c'est vrai. Les voies cérébrales. Vous fêtez la Saint-Valentin, vous? Qui fête la Saint-Valentin? Moi, je la fête en général. Malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrais pas. J'aurais pu vous la fêter en quelque sorte par procuration. Ah bah ça m'aurait fait très plaisir. Mais je sais que vous aurez quelqu'un qui va déployer toute sa générosité. Grand fou. Olivier d'Artigol. Je suis à Paris et ma Valentine est paloise, donc c'est comme ça cette année. Donc elle sera avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Mais sinon, excusez-moi de le dire, mais c'est pas de peau. Ah, pas mal. Non, mais sinon, sur les années où on a été ensemble, j'aime bien moi faire quelque chose, préparer une surprise. Ah, c'est beau. Ah, c'est joli. Ah, j'aime bien. Et c'est vrai que quand on est amoureux, on est forcément... il y a des petits papillons dans le ventre. On a encore des petits papillons dans le ventre. Ah, c'est bien. C'est clair. Oui, c'est agréable. De la même manière que Philippe a un papillon dans le ventre à l'idée du match de ce soir. Ah oui, PSG Real Sociedad. Oui. Absolument. Oui, je serai devant la télé. Elle est sympa, votre Saint-Valentin. Si on gagne, ça ira. Sympa la Saint-Valentin. Vraiment. Non, moi du coup, je ne regarderai pas le match. Très bien. Écoute, on vous appellera pour vous donner l'issue. J'essaie de compléter la discussion. Je complète la discussion, mais sans en dire plus, je n'ai pas besoin. Mais non, pas du tout, parce qu'on a bien compris que vous passiez votre soirée avec Philippe Bilger. On a bien compris. Vous regardez le match tous les soirs avec de la bière. C'est pas vraiment ce que j'ai dit. Non, mais c'est ce que vous auriez souhaité. Ça, c'est pas c'est si gentiment demandé. Et Olivier d'Artigol, un sujet plus important, de direction le Béarn, au sanctuaire de Notre-Dame de Bétharram. Ce matin, la une de Sud-Ouest titre Notre-Dame de Bétharram, une mise en cause pour viol toujours en poste, surveillant d'internat, présumé innocent à ce stade, l'enquête débute. C'est une institution d'enseignement catholique très réputée dans notre région. Les enfants qui ne réussissaient pas trop leur scolarité dans le Sud-Ouest, les parents pouvaient leur dire « Tu vas aller à Bétharram et tu vas voir ce qu'il va avoir ». C'est une réputation un peu de serrer la vis pour obtenir son bac. Ça a commencé par un groupe Facebook, au nom explicite, les anciens du collège et lycée de Bétharram, victimes de l'institution, qui a été initiée en novembre 2023 par l'un d'entre eux. Et depuis, il y a 550 personnes inscrites sur ce groupe et des témoignages accablants, glaçants, sur des violences sexuelles, sur des agressions, des viols, entre les années 80 et le milieu des années 90. Aujourd'hui, c'est des plaintes qui ont été déposées contre l'institution, un total de 33 plaintes, et 8 d'entre elles ciblent un laïc.
toujours surveillant aujourd'hui à l'internat du collège, qui en plus avait des occupations l'été pour encadrer des camps de scouts. Alors l'enquête est ouverte, c'est une déflagration dans la région. On regarde ce qui se dit sur ce groupe Facebook. Bien sûr, la justice, je le dis devant Philippe, doit avancer. La direction de l'établissement attend d'avoir des informations pour se porter partie civile. À ce stade, l'évêque de Bayonne, Laurent Lescar, Monseigneur Hayet, n'a pas souhaité réagir, mais c'est véritablement un véritable séisme à l'échelle du territoire béarnais. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ? Oui, un ancien élève qui crée ce groupe Facebook. D'accord, mais ça n'a... Okay. Qu'il témoigne d'une violence sexuelle et qui dit qu'il a un peu lancé une bouteille à la mer. Et il y a eu une inscription sur ce groupe de 550 anciens élèves, dont une trentaine a dit « Moi aussi, il m'est arrivé la même chose ». Non, je disais un élément déclencheur de cette personne qui a tout à coup créé ce... Ça, j'ai pas eu cette information. Et en dehors de ce surveillant Olivier, il y a d'autres mises en cause ? Oui, donc il y a des plaintes, 8 cibles ce laïc, l'enquête continue. Et il y a en effet d'autres personnels sur cette époque-là qui sont visés. Des faits graves, enfin, je veux dire, évidemment, ça va jusqu'au viol. Violence, viol et ou agression sexuelle. Ah oui. Loïc Le Floch-Prigent, c'est terrifiant. Alors, on est au stade de l'enquête, évidemment, mais c'est terrifiant d'entendre ça. Alors maintenant, il faut que l'enquête se déroule, mais il y a eu certainement dans le passé des perversités importantes dans ces établissements. Un des pays les pires a été l'Irlande dans ce domaine, avec une omerta où on enterrait vivants les enfants des filles qui tombaient enceintes. C'était terrifiant. Et j'ai lu les témoignages de certaines victimes. Ce qu'il y a de terrible, on le retrouve dans d'autres dossiers, c'est de dire « J'avais une telle confiance dans cet adulte. C'était pour moi un tel référent. Et voilà comment il s'est comporté. » Ce sont des enfances volées, violées. Mais ce sont c'est une forme d'emprise. Et femmes ? Hommes. Hommes, oui. D'accord. Oui. Okay. Non, c'est une forme d'emprise. Et cette emprise va jusqu'au bout. Et c'est terrible. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'emprise aujourd'hui. Parce que on est allé très loin. Certains faits ne sont pas prescrits. Ça c'est important. Et c'est encore pire. C'est important. C'est peut-être pas parce que ça permet qu'il y ait un procès. Non, c'est encore pire, ça veut dire que c'est encore récent. Excuse-moi. J'ai essayé de me dire que c'était dans mon enfance que ça pouvait exister. C'est la réalité. Je me disais que depuis, on avait fait du progrès. Je regrette que les faits ne soient pas prescrits parce que ça veut dire que ça a continué. C'est l'emprise dont on parle. Merci beaucoup, Olivier d'Artigol. De façon plus gaie, forcément difficile de faire une transition. En tout cas, voilà, on va rajouter un petit peu de bonheur. On parle du château de Courcelles, ce fameux château dans lequel on a tous envie d'aller pendant un week-end. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, ni les uns ni les autres n'iront. Peut-être que Nathalie, qui nous appelle de Sardan, sera l'heureuse élue. Bonsoir, Nathalie. Oui, bonsoir. Alors Nathalie, je vous rappelle quand même que vous allez pouvoir espérer, en tout cas, et vous êtes pour l'instant sélectionnée, mais vous allez pouvoir espérer gagner donc un séjour, une nuit en chambre prestige, avec les petits déjeuners au château de Courcelles, un dîner gastronomique pour 2 personnes, en 5 plats. Enfin, c'est juste assez incroyable. Nathalie, si toutefois vous gagnez ce magnifique week-end, ce serait avec votre moitié, j'imagine? Oui, bien sûr, avec mon mari. Ah, très bien. Donc, c'est mort pour vous, Philippe David. Le 7e ciel sera pour lui. Mais Philippe peut venir, il est très discret. Il prendra des photos. J'essaye de le caser. Voilà. Oh, j'ai des demandes. Une autre fois. En tout cas, vous êtes sélectionné. On espère vous retrouver vendredi si vous remportez ce magnifique cadeau. Merci d'avoir joué avec nous, en tout cas, Nathalie. Merci beaucoup, Cécile, merci. Allez, vous restez avec nous. La suite du tour de table de l'actu avec Loïc Le Floch-Prigent. À tout de suite.
Ça va, Philippe David? Oh, ça va très bien. Bon, bah tant mieux. Vous restez jusqu'à la fin? Ah bah oui. En d'aussi bonne compagnie, on ne peut aller que bien. Avec qui? Oh bah avec vous. Ah oui? Puis avec Philippe Bilger. Oui. Puis avec Olivier d'Artigol. Oui. Puis avec Ludovic Lefranc-Pléjean. Ouais. Avec Aurore, avec Aude, avec Benoît, avec Félix, avec Ève, avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il est unitaire alors? On refait tous, comme dirait Brassens. Unité. C'est sa liste de Prévert. Allez, 0826 300 300 si vous voulez réagir. En attendant, le tour de table de l'actu de notre Loïc Lefranc-Pléjean sur la simplification. Oui, vous savez que la mode des politiques, c'est toujours de dire on va simplifier. Oui. Ah oui. Alors, on les croit pas. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on simplifie, on rajoute une strate de fonctionnaires qui, bien sûr, simplifient puisque les autres strates restent. Oui. Et donc, on simplifie depuis des années. Et nous, industriels, petites et moyennes entreprises, dont je suis, on n'a personne pour répondre aux formulaires, on n'a personne pour faire ça. Alors c'est en général le patron de la boîte qui fait ça, c'est week-end, donc lorsqu'on dit à un industriel, on va simplifier, oh là là, il dit, qu'est-ce qui va arriver? Et là, les mots qui sont issus de la crise agricole, c'est on va simplifier en moins dans l'agriculture. Alors nous, on dit, ben voilà, alors simplifiez nous aussi, parce que nous, on n'en peut plus. Bon. Et surreptissement, on attaque le pacte vert avec les agriculteurs, on dit aux gens du pacte vert, on est d'accord avec vous, le pacte vert c'est une horreur et ça va détruire absolument l'Europe, la France, et l'agriculture, l'industrie, etc. Bon. Et nous rencontrons avec le groupe éthique dont je suis le président de la branche industrie, un certain nombre de gens autour de nous, et tout le disant, cette simplification, ça va être horrible. Alors, quelle simplification? Eh bien, à côté du rapport que vous faites financier pour expliquer que ça va bien ou que ça va mal, vous avez depuis un certain temps un rapport qui est sur le social et sur l'environnement. D'accord. Et c'est tout ce qui concerne le RSE. Et donc on dit déjà, là, on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a. RSE, responsabilité sociale des entreprises. Mais maintenant, l'Europe, avec le pacte vert, dit, on va simplifier tout ça. D'accord. Et ça va être le CSRD. CSRD. Attendez, on note. Et vous prenez CSRD, ça veut dire vous quoi? allez sur Internet, il y a le S, c'est sustainabilité. Donc durabilité. Déjà, donc durabilité. Donc, le reste, c'est pas grave, sustainabilité. Donc c'est durabilité, on est dans le développement durable. Et donc tout ça, c'est pour le climat. D'accord. L'Europe pour le climat. Et pour le climat, simplifie. Et maintenant, on va avoir des critères qui vont permettre à l'ensemble de l'Europe d'avoir la même histoire. Bon. Alors, on dit, oui, alors, ça va s'appliquer quand? Normalement, ça devrait s'appliquer quand le Green Deal, le pacte vert est acté. D'accord. Bon, pour l'instant, il n'est pas acté. Ah non. Mais qu'on essaie de lutter contre lui. Bon, oui, mais cependant, ces mesures-là sont vraiment importantes, dit l'Europe. Et par conséquent, les ministres français disent la même chose. C'est très important. Il faudrait déjà prévoir que ça va être appliqué. Ça va être appliqué pour les grandes entreprises. On dit très bien, nous on a 40, 150 personnes, bon, tout va bien. Oui, non, mais vous n'êtes pas impliqués du tout, peut-être en 2026, peut-être en 2028. Bon, et puis, soudain, les banques nous disent, ah, vous voulez emprunter de l'argent? Oui, mais alors votre CSRD, où est-ce qu'il en est? Alors je vous dis, ça veut dire Corporate, je prends pas l'accent, Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est-à-dire directive de rapport sur la durabilité des entreprises. Voilà. Et donc on lit, mais alors où est-ce que vous en êtes de votre CSRD? Puisque si vous voulez de l'argent, moi je suis pas concerné. Ah oui, mais moi banque, j'ai besoin de dire que mes clients ont ça. Ah, très bien, parfait. Mais c'est pas, le Green Deal n'est pas voté. Ah, ça fait rien. Il faut que vous ayez ça. La compagnie d'assurance dit, écoutez, votre CSRD, je l'écris parce que CSRD, où est-ce qu'il en est? Nulle part. Maintenant, mes clients, qui sont des grandes entreprises et qui commencent à devoir faire ça avant 2024, disent, écoutez, on ne peut pas travailler avec vous tant que vous n'avez pas votre CSRD, etc. Et simplification. Et alors, vous prenez le papier, et effectivement, on comprend que c'est pour les grands, puisque on comprend rien. Et que depuis un certain temps, la simplification du CSRD conduit à ce que des officines viennent vous voir en disant « Moi, je sais faire, vous inquiétez pas. » Mais nous, on peut pas payer les officines.
On peut pas payer la piscine. Et donc on est submergé. Et donc la CEPME, éthique et un certain nombre d'autres entreprises sont en dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Olivier D'Artigol, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand on entend notre ami Loïc Le Floch-Prigent, on se dit l'Union soviétique, qu'est-ce que c'était simple et libéral? Ça avait sa forme d'efficacité. Pendant 5 ans, on décidait de faire une moissonneuse batteuse, on s'y tenait. On faisait la moissonneuse batteuse. Philippe Bilger, vous avez votre CSRD? Voilà, mon cher Loïc, vous nous avez fait une intervention complexe sur la simplicité. Peut-être que demain, vous nous ferez une intervention simple sur la complexité. Je n'ai rien contre, mais disons à force de dire les mêmes choses, j'embête tout le monde. Par exemple, la dernière fois, je vous ai dit que le pacte vert, c'était affreux, parce que c'était l'idée, la fin de l'abondance, c'était ce qu'il fallait faire, et que je vous ai dit attention, et puis là, soudain, j'ai vu que il y avait des gens qui partaient au ski. Et puis ils ont dit oh non, on skie sur l'herbe, on va pas au ski. Il n'y a pas de neige. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement l'abondance est importante parce qu'elle permet à un grand nombre de gens de faire du ski. Et si jamais il n'y a plus de neige, il n'y a plus cette abondance. Mais qui fait du ski? C'est un petit nombre de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont puissants et qui font du ski. Et donc quand je parle de la fin de l'abondance, qui est le projet du pacte vert, qui est le projet du CSRD, je parle de la même chose. On est toujours dans cette perspective qu'on va mourir tranquillement parce que il n'y a pas d'abondance. Merci beaucoup Loïc Le Floch-Prigent. Merci beaucoup pour ce tour de table de l'actu. Dans un instant, on va revenir sur un autre problème. La grève des contrôleurs SNCF. Un TGV sur 2 devrait circuler ce week-end, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que ce timing de grève vous irrite au plus haut point? Ou est-ce que vous comprenez, vous, que la grève ait lieu en période scolaire, puisque c'est là qu'elle a le plus de conséquences sur les usagers de la SNCF? Et à cette question, qui est responsable des grèves à la SNCF? Vous êtes 37% à dire la direction trop rigide et à 63% les cheminots trop gourmands. Et on va en parler donc avec 2 invités, avec Rémi Ours, secrétaire général de la CGT Cheminots des Bouches-du-Rhône, et Christian Perrault, qui est président de la FNOT Occitanie, la Fédération nationale des usagers de transport. Mon cher Rémi Ours, une question avant de partir en pub. Est-ce qu'une grève des trains en pleine période de vacances, est-ce bien raisonnable? Oui, bonjour à tous. Alors non, raisonnable, on peut répondre que non. Quand il arrive, c'est un échec. Maintenant, c'est les responsabilités. Il est trop facile à chaque fois de montrer finalement les cheminots comme étant les responsables, alors qu'il y a tout un processus et une bonne volonté des cheminots à essayer d'être entendus sur des revendications qui sont légitimes et reconnues, y compris par l'entreprise. On en parle dans un instant, vous bougez pas, vous restez avec nous, merci en tout cas, et on fait une petite pause, on revient tout de suite. C'est les vraies voix Sud Radio. La grève des contrôleurs de la SNCF, c'est pour le week-end prochain. On se met en mouvement, on se met en grève, dans la mesure où la direction de l'entreprise ne dispose pas de la capacité de faire tourner l'entreprise, puisque en fait elle a beau être payée bien plus qu'un contrôleur. Vous voulez taper fort sur le patronat. Moi j'ai plutôt l'impression qu'en choisissant les vacances, vous tapez fort sur les familles. Il en demeure pas moins qu'ils sont incapables de faire rouler les trains, donc qu'est-ce qu'il leur reste? Évidemment, c'est essayer de mener une bataille médiatique, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Je me bats jusqu'au dernier moment. Si aujourd'hui j'arrive à convaincre un contrôleur de pas faire grève, c'est 500 Français de plus qui peuvent partir en vacances. Et donc au moins un TGV sur 2 va rester à quai ce week-end de vacances scolaires. La CGT et Sudrail maintiennent le préavis de grève des contrôleurs. Le PDG de la SNCF Voyage incite les usagers à décaler leur voyage. Christophe Fanichet déplore une grève incompréhensible selon lui. Alors parlons vrai, est-ce que vous comprenez ce mouvement de grève, puisque après tout finalement c'est pendant la période des vacances qu'on en fait, que ça pénalise le plus de gens, ou est-ce que ce timing vous irrite au plus haut point? Et à cette question, qui est responsable des grèves à la SNCF? Vous êtes 37% à dire la direction trop rigide et à 63% les cheminots trop gourmands. Et on en parle avec nos invités. Rémi Ours d'un côté, secrétaire général de la CGT Cheminots des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Et Christian Perrault, qui est président de la FNOT Occitanie, la Fédération nationale des usagers des transports. On vous remercie d'être avec nous. Philippe Bilger, cette question, on essaye involontairement, elle n'est pas totalement dirigée, mais direction trop rigide, ou cheminots trop gourmands. Pour l'instant, c'est les cheminots trop gourmands, 63%. Mais c'est normal, me semble-t-il, dans la mesure où, mais je le dis avec beaucoup de prudence, je n'ai pas les connaissances sociales et évidemment très objectives d'Olivier D'Artigol. Le fait que on revient régulièrement sur ces problèmes
problèmes syndicaux et j'entends bien que pour avoir de l'efficacité, une action syndicale doit créer le maximum de nuisances aux usagers. Mais il n'empêche que cette forme de sadisme populaire continue à me perturber. J'imagine, je me demande si on ne pourrait inventer pas d'autres modes de contestation. Tout à l'heure, notre invité parlait de la gratuité des transports. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative à cette prise en otage des citoyens lorsqu'ils veulent partir en vacances, comme si en réalité, et je n'y crois pas une seconde, le syndicalisme qui a des droits de revendication voulait d'une certaine manière le bonheur de la quotidienneté des gens qui sont en France. Et pourtant, je ne les crois pas de mauvaise foi. Mais la direction de la SNCF a aussi des devoirs. Si vous saviez combien les cheminots et avec eux leurs représentants syndicaux sont les experts du ferroviaire et combien ils portent tout au long de l'année des solutions, des propositions de bon sens, à la fois sur le métier, mais sur l'investissement, pour le voyageur, pour le fret. Nous avons un joyau en termes d'aménagement du territoire. Et il y a tellement de gâchis autour de ce joyau. Vous vous rendez compte, à Pau, c'est grâce aux cheminots et aux usagers qu'on a maintenu un accueil en billetterie physique. On n'allait avoir que des bornes. Les lignes du quotidien, qui sont des lignes très importantes, celles pour aller travailler, sont véritablement menacées un peu partout. Pour faire chez moi Pau-Bayonne, c'est difficile. Et donc, j'ai regardé de près les revendications des cheminots concernant ce temps très précis. Ils vont nous les exprimer. Je crois que la direction serait très bien inspirée de faire écho, pour partie, notamment sur les principales revendications. Loïc Le Floch-Prigent. Je crois qu'il y a un problème qui est celui de la grève et de l'habitude de la grève qui est constitutif de l'histoire de la SNCF. Je pense que, en tant que patron et en tant qu'ancien patron de la SNCF, je considère que c'est un mauvais usage de la grève. Par contre, je pense que le fait d'avoir fait des réformes de la SNCF, de façon continue, une réforme, et de ne pas avoir tenu compte de ce que les cheminots souhaitaient, alors que, effectivement, comme le dit Olivier, ils ont la compétence, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent comment s'organiser. Je pense que c'était un dérèglement législatif absolument stupide. Alors, on bénéficie de ce dérèglement stupide législatif, c'est-à-dire que des gens qui connaissent rien au ferroviaire, soudain, disent ah oui, c'est bien la concurrence, c'est bien d'avoir deux sociétés, c'est bien d'avoir tout ça, mais tout ça, il est clair que l'acte du train, qui est un monopole structurel, est quelque chose qui doit être conservé en monopole structurel. Pas la peine de raconter la concurrence, ça n'existe pas. Deuxièmement, le fait d'être sûr et dans un train, et le fait de le réguler, et le fait de faire la maintenance, c'est des actes qui doivent être ensemble. Et le fait d'avoir fait des sociétés était une erreur. Donc je dis que nous avons là, avec une analogie et avec l'aérien, complètement foutu en l'air l'esprit cheminot, et c'est le pauvre patron de la SNCF d'aujourd'hui, comme les pauvres cheminots d'aujourd'hui, paient la situation créée par les réformes successives qui n'avaient pas regardé quel était l'impact des réformes, peut-être, et avec aucun retour d'expérience à l'intérieur des cheminots qui ont des choses à dire et qui sont capables de les dire, sauf si on les matraque. Alors, arriver à la fin à dire c'est parce que ils sont pas assez payés ou qu'ils sont trop payés, etc., c'est stupide, c'est pas le sujet. Allez, Rémi Ours va avoir l'occasion d'en parler, un secrétaire général de la CGT Cheminots des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, merci d'être avec nous, Rémi Ours. Pour répondre en tout cas à nos vraies voix. Alors, écoutez, en tout cas, je suis complètement d'accord avec une grande partie de ce qu'a dit donc l'ancien président, M. Le Floch-Prigent, dans le sens où, effectivement, on a subi depuis de nombreuses années maintenant des restructurations, sur restructuration, pour rendre, soi-disant, la SNCF plus performante, alors que la SNCF, je veux dire, elle est quand même très performante, et notamment dans la dernière période, on n'a qu'à regarder ses résultats financiers, que ce soit au niveau des TER ou au niveau de TGV, les excellents records, en tout cas, de résultats de l'entreprise et le haut niveau de fréquentation aujourd'hui, en tout cas que le train propose.
faut bien faire attention aussi à pas rentrer dans le jeu du cheminot bashing en permanence. Il faut savoir que ces sujets-là, ça fait très longtemps qu'on les mène avec la direction et les directions locales sur les problèmes de pouvoir d'achat. Ils en sont complètement conscients. D'ailleurs, ils ont également des difficultés aujourd'hui à recruter et encore plus à garder les cheminots dans l'entreprise tellement les niveaux de salaire sont bas en comparaison des contraintes et de la technicité des métiers. Je pense que les vrais responsables aujourd'hui, c'est quand même le gouvernement qui maintient et qui impose à la direction de l'entreprise toujours ce cap qui est un cap seulement basé que sur l'économie, mais l'économie y compris au détriment finalement du bon fonctionnement de l'entreprise et de la reconnaissance de l'ensemble des métiers. Je vous rappelle 2022, je veux dire, non mais quand même, 2022, puisqu'on est au sens des responsabilités, c'était déjà ces mêmes problèmes. Les cheminots n'ont pas du tout été entendus à cette époque-là par la direction, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un conflit national pendant les fêtes de Noël, et en responsabilité, les cheminots ont pris la décision, malgré le fait qu'ils n'avaient pas du tout été entendus, de retirer le préavis de grève pour pas péjorer justement les Français. Absolument. Donc on ne peut pas non plus à chaque fois nous dire qu'on fait grève de manière systématique et que c'est une culture de la grève. Je pense que la culture de la grève, c'est aussi le gouvernement qui en joue et qui en profite en même temps en ne répondant jamais finalement aux problématiques qui sont posées et qui finalement poussent les cheminots dans leur dernier retranchement. Quand même, on n'est pas payé quand on est en grève. Dans un problème où on a des vrais soucis de pouvoir d'achat. Christian, je veux dire, c'est quand même un effort important pour les cheminots. Christian Perrault, on va faire le point de vue de l'usager. On va faire réagir Christian Perrault, président de la FNOT Occitanie, la Fédération nationale des usagers des transports. Vous avez entendu Olivier d'Artigol qui parlait des difficultés sur les lignes transversales pour notamment les trains du travail, comme on dit, les gens qui habitent à Montauban, qui vont à Toulouse, par exemple, quand vous êtes en Occitanie. Vous êtes d'accord qu'il y a quand même un problème là-dessus en tant que président de la FNOT Occitanie ? Alors effectivement, sur les trains régionaux, il y a des problèmes. Alors sur la région Occitanie, qui est une région assez, je dirais, pro-ferroviaire et qui essaye de développer le ferroviaire, on voit bien les difficultés qu'il y a avec l'articulation avec l'État et la redynamisation d'un certain nombre de lignes, notamment sur le maintien et l'état de l'infrastructure. J'ai entendu aussi ce que disait M. Leflec-Prigent et Olivier d'Artigol, mais effectivement le problème des usagers aujourd'hui, c'est qu'ils se retrouvent pris en otage entre une direction qui n'est pas forcément à l'écoute de ces cheminots et des cheminots qui ont des revendications qui sont peut-être un peu au-delà de ce que peut faire l'entreprise. C'est pas à nous de juger, moi je suis pas là pour faire de la politique. Ceci dit, effectivement, on se retrouve avec 1 million de voyageurs qui vont circuler ce week-end ou qui vont essayer de voyager, et on a une catégorie de personnel d'environ 4000 personnes qui fait grève et qui va les empêcher de se déplacer pendant les vacances scolaires, de retrouver leur famille, etc. Comment on peut arriver à empêcher ce recours systématique à la grève, et comment on peut, renouer ce dialogue, mais ça fait au moins 20 ans ou 30 ans qu'on entend parler de cette difficulté de dialogue, qu'il faut plus qu'il y ait de conflit, qu'il faut faire des tables rondes, etc. Et on aboutit toujours à la même chose. Alors le métier de contrôleur, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il a évolué. Il y a moins de contrôle avec les contrôles sur les quais. Il y a peut-être plus un service commercial. Certains l'ont intégré, d'autres pas. Effectivement, quand on a un service commercial et qu'on se met en grève au moment où les gens circulent, ça passe mal, je pense, auprès des usagers. Et bon, la FNOT, effectivement, elle demande aussi un progrès pour les usagers. Alors peut-être sur le droit de grève, il est légal, mais il peut être aussi encadré de façon à permettre aux gens de faire grève, mais sans forcément gêner tout le monde tout le temps, parce que là, sur l'Occitanie en particulier, on a eu quand même 2 mouvements sociaux depuis le début de l'année, je crois des écuyeurs, l'autre déjà des ACT, et le week-end prochain, au niveau national, avec les ACT. Je dirais, pour les gens qui circulent régulièrement, ça devient une vraie galère. Mais soyons clairs, Loïc Leflec-Prigent, à un moment donné, pour qu'une grève puisse être entendue, il faut forcément qu'elle bloque les usagers, sinon elle va passer à l'as. Je pense qu'il y a d'autres façons de se faire entendre, c'est-à-dire et qui s'appelle la négociation sur les réalités. Et les réalités du fonctionnement de la SNCF sont autre chose que les 400 € d'augmentation qu'on vous raconte. Il y a des difficultés. Et ces difficultés tiennent à la réforme de la SNCF en plusieurs entités et tiennent à la manière dont soit on regarde d'en haut et on dit voilà tout va fonctionner, soit on regarde
dans les équipes et on regarde la manière dont les chefs d'équipe ont une certaine autonomie ou pas. Et c'est un problème absolument fondamental du fonctionnement de la SNCF aujourd'hui. Je ne sais pas si le représentant de la CGT sera d'accord avec moi, mais pour moi, c'est un problème fondamental. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même une grande inégalité dans le rapport de force entre un gouvernement et un syndicat qui, aussi légitime que soient ses revendications, peut prendre les citoyens en otage dans un rapport de force que le pouvoir ne peut pas gagner? Il est clair que je suis contre les grèves. Je suis patron, et ça fait 40 ans que je le suis, et quand je n'aime pas la grève, et je fais tout pour éviter la grève, en discutant et en négociant. Alors, je dis que cette négociation, elle est malaisée, parce que ce n'est pas le président de la SNCF qui a les cartes en main, c'est au-dessus. Mais oui. Et maintenant, on dit... le ministre des Transports. Quoi ? Le ministre des Transports. Même s'il y en a. Enfin, disons que c'est pas... C'est au-dessus. Encore plus haut. Hein, c'est au-dessus. Bon. Et c'est la réforme qui a conduit à ce que ce ne soit pas possible pour des tas de raisons qui seraient un peu trop longs d'expliquer, mais que nous ferons ensemble, si vous voulez, un jour. Si j'ai envie que je vous fasse un zoom sur la SNCF, je vous raconterai comment c'est possible de faire autrement que ce qui est fait aujourd'hui. Mais encore faut-il regarder avec les cheminots, dans leur fonctionnement quotidien, comment ça fonctionne entre eux et les gens des aiguillages, c'est comme ça qu'on dit, et et comment ça se fait avec les administrations et comment ça se fait entre les gens sur le terrain et les régions et l'organe central. Et là, il y a effectivement problème. Donc moi, j'ai toujours dit que, d'une manière générale, tout le monde pourrit par la tête. Et que quand il y a un état-major, un siège trop important, il y a problème. On va les par rapport au sujet sur le VR. Rémi Ours, on entend notre ami Loïc Le Floch-Prigent qui dit que c'est même pas le patron de la SNCF qui est le patron, c'est au-dessus, alors peut-être même à l'Élysée. Vous confirmez, vous qui êtes de la CGT cheminot ? Et bien évidemment, la SNCF est une entreprise nationale et les budgets d'entreprise sont aussi décidés par le gouvernement qui décide de mettre un certain nombre de moyens, en tout cas, pour le développement et le bon fonctionnement de l'entreprise. Je rejoins aussi également que les 400 euros proposés donc par le président Farandou ne sont pas du tout à la hauteur. Alors, M. Farandou, c'est vraiment peut-être que cette latitude-là, mais ils ne sont pas du tout à la hauteur et je reprends en tout cas pas du tout à la problématique aujourd'hui du pouvoir d'achat qui est aussi posée là au travers d'une majoration, une augmentation de la prime de travail qui serait en même temps aussi une reconnaissance. Je rappelle aussi, il y a eu 9 ans de gel des salaires à la SNCF, 9 ans. C'est quand même une période assez longue, pendant il y a eu environ 6-7% d'inflation dans cette période-là, donc il y a eu quand même un certain recul qui a été fait. Des réformes successives, perte du statut, perte des droits spécifiques, régime social, je veux dire. Donc on a enlevé finalement ce qui compensait aussi les bas salaires de l'entreprise, mais en même temps qui permettait de garder les cheminots, des bas salaires, des conditions sociales un peu plus élevées. C'était cet équilibre-là. Aujourd'hui, il reste quoi ? Des très bas salaires, même plus des bas salaires, parce que quand même dans la dernière période, on a eu l'an passé 1,4% d'augmentation des salaires, cette année 1,8%. Je veux dire, quand on fait le cumul de ces deux sommes-là, on est très loin de la dernière inflation qu'il y a eu, notamment les effets Covid et les effets, on va dire, internationaux au travers de différents conflits. Aujourd'hui, on ne s'y retrouve absolument pas, et la SNCF là-dedans, elle est peut-être aussi. Un cheminot aujourd'hui en entrée de carrière et en fin de carrière, ça touche combien un contrôleur, par exemple, comme c'est eux qui font grève en ce moment. Voilà, un cheminot qui fait quoi ? Parce que si je vous dis le niveau de salaire des collègues du matériel ou d'autres métiers comme cela, ou administratifs, un contrôleur aujourd'hui qui rentre dans l'entreprise. Attention, il faut bien le prendre avec. Et autour peut-être de 2000 euros, mais ces 2000 euros, ce n'est pas du salaire, ce n'est pas son traitement, d'accord ? Ça comprend à la fois le traitement, le salaire de base, et également des indemnités qui sont liées au fait qu'ils dorment souvent à l'extérieur, environ une dizaine de soirs par mois, donc il y a du défraiement là-dedans, il y a des frais tout cumulés. C'est qu'on est autour de 2000 euros. D'accord. Il faut, monsieur, et cher cheminot, que vous compreniez bien qu'il y a eu paupérisation générale dans la France. Et que tout le monde est d'accord avec vous, mais d'accord avec tous les autres qui disent l'inflation a été au-delà de ce que les salaires que nous proposons.
Merci en tout cas 1000 fois, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Rémi Ours, secrétaire général de la CGT cheminot des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup Christian Perrault, président de la FNOT Occitanie, la Fédération nationale des usagers des transports. Merci Philippe Bilger, merci Loïc Le Floch-Préjean, merci beaucoup Olivier d'Artigol. Merci à vous tous. Merci à vous. Dans un instant, on va vous parler des victimes du terrorisme et de ce livre 15 minutes pour sauver ma vie. Mostafa Salan sera avec nous, avec Frédéric Ploquin et aussi un ancien policier du RAID, Marc Vériotte, qui a été blessé de 2 balles par Mohamed Merah. Et on parlera de Loïc Libert, le seul survivant des attentats de Merah, avec Kiki Bermond, président de l'association Canal de Vie. On en parle dans un instant, restez avec nous, on sera ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.